Nous allons maintenant décrire ce fameux mécanisme de Higgs qui effectue une brisure spontanée de la symétrie, et nous allons expliquer ce que ça veut dire que brisure spontanée de la symétrie, et qui finalement transforme cette théorie primitive qu'on a décrite à la section précédente en une théorie dans laquelle les fermions ont des masses et les particules intermédiaires W et Z ont aussi une masse assez grande. Donc le truc, c'est d'introduire dans cette théorie un champ supplémentaire, un champ scalaire complexe. En fait, un doublet de champs scalaires complexes qu'on appelle le champ de Higgs et qu'on note phi majuscule. C'est un doublet d'isospin faible, donc deux composantes, une composante supérieure qu'on va appeler phi plus et une composante inférieure qu'on appelle phi 0. Chacune de ces deux composantes est un champ scalaire complexe en soi. On va donner à ce doublet une hypercharge faible, y égale à 1, ce qui, lorsqu'on se souvient de la forme ici de la charge électrique, confère à la partie supérieure ici une charge plus 1, c'est-à-dire une demi plus une demi, et à la partie inférieure une charge nulle, donc une demi moins une demi. Ce doublet d'isospin faible, ce champ scalaire, en réalité constitue 4 champs scalaires réels. Si on prend les parties imaginaires et réelles d'un champ scalaire complexe, c'est comme si on avait 2 champs scalaires réels. Ici, on a un doublet de ces trucs en plus, donc on a 4 champs scalaires réels. Si on avait un champ complexe, eh bien on pourrait écrire une théorie de jauge, par exemple, une théorie d'électrodynamique scalaire qui couple ce scalaire à un champ de jauge comme le champ électromagnétique de la manière suivante, n'est-ce pas? On aurait simplement à écrire le Lagrangien habituel, mais à remplacer les dérivées ordinaires par des dérivées covariantes. Et en plus, on pourrait ajouter tout ce qui est tout ce qui ne dépend pas des dérivées pour le champ scalaire. Donc, on aurait un terme de masse et on pourrait ajouter des termes d'interaction. Par exemple, en phi à la 4. Pourquoi en phi à la 4 précisément? Parce que dans une théorie en phi à la 4, comme on l'a déjà mentionné, cette théorie est renormalisable parce que, étant donné que les unités du champ phi sont longueur inverse, un phi à la 4 a les unités de longueur à la moins 4. On intègre sur l'espace-temps, ça donne quelque chose qui n'a pas d'unité. Donc la constante de couplage ici n'a pas besoin d'avoir des unités, c'est une constante sans unité, ce qui fait que la théorie est renormalisable. Donc cette théorie, pour un champ scalaire ordinaire, est une théorie légitime, dans ce sens qu'elle est renormalisable, elle a un sens. Alors on va faire un peu la même chose ici, on va s'inspirer de ça pour écrire un Lagrangien pour le champ de Higgs qui a cette forme. J'ai ici les dérivées covariantes, j'ai non pas un conjugué complexe mais un conjugué hermitien parce que vu que phi forme un doublet, la dérivée covariante de phi est aussi un doublet, donc je dois prendre le conjugué hermitien de ce doublet pour avoir un doublet rangé versus doublet colonne. Et j'ai une forme d'énergie potentielle, si on veut, c'est toujours une énergie potentielle parce que c'est soustrait dans le Lagrangien, qui dépend des termes de phi qui n'ont pas de dérivée. Donc. Et cette énergie potentielle, c'est là qu'est le secret, je vais l'écrire comme ceci. C'est-à-dire qu'elle comporterait un terme quadratique, comme un terme de masse ici, sauf qu'avec un signe différent. C'est-à-dire que ici, si je considère ça comme une énergie potentielle, le terme de masse est positif dans V, parce que j'ai déjà le signe moins ici. Alors qu'ici, le terme de masse intervient de manière négative. Par contre, j'aurais un terme en phi à la 4, donc phi dag phi au carré, qui lui serait positif. Donc, cette énergie potentielle reliée au champ, elle est complètement symétrique lorsque je fais des rotations de jauge du champ. C'est un terme, c'est une forme qui est invariante de jauge. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc, qu'est-ce que c'est que la transformation de jauge ici? La transformation de jauge est double. Il y a une partie de la transformation de jauge qui est une rotation dans l'espace de l'isospin faible, donc c'est une matrice 2 par 2, une matrice qui appartient à SU2, qui va agir sur le doublet phi. Et en plus de ça, j'ai une phase E la I θ, donc la phase appartient au groupe U1, le groupe simplement des phases,
et cette phase est reliée au champ B, donc au champ de jauge B, c'est un peu comme la phase électromagnétique, si on veut. Donc c'est une double transformation de jauge, et quand je considère l'expression qui est ici, cette expression est invariante de jauge. Pourquoi? Parce que j'ai une transformation unitaire, même en ajoutant ici la phase, cette transformation unitaire devient simplement une matrice unitaire qui n'appartient plus à SU2 parce que je l'ai multiplié par une phase, mais qui est quand même une matrice unitaire de dimension 2. Donc U conjugué est égal à son inverse. Donc quand je calcule cette combinaison, j'ai quelque chose qui est invariant de jauge. Donc cette combinaison ou son carré, donc sont invariants de jauge et peuvent figurer dans une énergie potentielle. Si je voulais écrire cette combinaison en fonction de 4 champs scalaires réels, donc je prends les parties réelles et imaginaires de chacune des composantes du doublet, j'aurais en effet une espèce de vecteur de 4 composantes pour les 4 champs scalaires, et cette expression, ce serait simplement la norme de ce vecteur. Donc ça ne dépend pas de la direction du vecteur dans une espèce d'espace à 4 dimensions, mais ça ne dépend que de sa norme. Si on regarde maintenant le profil de cette énergie potentielle en fonction de la grandeur de phi, on obtient quelque chose comme ceci. Donc en fonction du module de phi, ça représente une courbe comme ça qui bien sûr se comporte comme phi à la 4 quand phi est grand, mais qui quand phi est petit se comporte comme moins phi au carré. C'est dominé par le premier terme quand phi est petit et par le deuxième terme quand phi est grand. Et donc, ça a une forme comme ceci quand je prends une coupe. Si je voulais le représenter en dimension 2, par exemple, au lieu de dimension 1, et j'aurais quelque chose qui ressemble à ceci. Et c'est ça qu'on appelle un potentiel en chapeau mexicain. D'accord? Il n'y a pas d'appropriation culturelle ici, ça ressemble effectivement à un chapeau mexicain. Bien sûr, ce n'est qu'une image imparfaite, encore une fois, puisqu'il faut considérer cet objet en dimension 4 et non pas en dimension 2, donc évidemment impossible à visualiser, mais le fait de le visualiser comme ça va nous aider à comprendre ce qu'on entend par brisure spontanée de la symétrie. Donc ce fameux champ phi existe, il a un potentiel comme ça, et il interagit avec les champs A et B parce que son Lagrangien contient des dérivées covariantes, parce qu'il y a une symétrie de jauge à laquelle ce champ phi participe. Donc la dérivée covariante, elle a cette forme. Bien sûr, j'ai toujours la même forme que pour tous les doublets, que ce soit les fermions ou des bosons, avec les générateurs du groupe SU2, donc les matrices de Pauli divisées par 2, qui apparaissent ici. Et j'ai cette partie qui correspond à une hypercharge faible égale à 1, donc j'ai un 1,5 qui apparaît. Donc cette dérivée covariante, dans un Lagrangien, elle apparaîtrait comme ceci, au carré, donc elle générerait des interactions entre le champ phi et les champs A et B. Ce seraient des interactions comme celles que l'on voit dans l'électrodynamique scalaire. On aurait donc des vertex où il y a 2 champs scalaires qui interviennent, 2 champs de jauge qui sont émis, ou encore 2 champs scalaires et un seul champ de jauge. On y reviendra un peu plus tard, mais on ne s'intéressera pas énormément aux interactions entre les champs A et B et le champ de Higgs, au-delà d'une considération élémentaire auquel on arrive bientôt. Donc, on a cette... donc, je pourrais écrire, avant de parler de brisure spontanée et la symétrie, je pourrais résumer le tout par ce Lagrangien. Alors, vous allez me dire, c'est horrible. C'est une énorme équation qui comporte plein de termes incompréhensibles. Donc, ils ne sont pas incompréhensibles, vous les avez déjà vus, mais enfin, ça fait peur un peu. Mais il ne faut pas s'en effrayer, tout ça est compréhensible. Ici, on a la première ligne ici décrit l'interaction du champ A. En fait, c'est le Lagrangien du champ A avec le tenseur de Faraday au carré. Et ce terme comporte des termes non quadratiques, si on veut, donc des termes cubiques si on fait ce produit-là, et des termes quadratiques comme ceci qui décrivent les interactions du champ A avec lui-même, exactement comme en chromodynamique quantique. J'aurais ce terme qui décrit la dynamique du champ B, donc c'est ce qui donnerait lieu à des équations de Maxwell en guillemets pour le champ B. C'est une espèce de version primitive
on pourrait dire antédiluvienne, de l'électromagnétisme. Ensuite, j'ai les couplages aux fermions et les actions de Dirac qu'on a mentionnées précédemment, et on complète le tableau ici avec ça. Donc ce qu'on vient d'ajouter, c'est cette ligne, où on a la dérivée covariante pour le champ de Higgs, qui apparaît ici et ici, donc ici en version conjuguée, ici en version directe, et je termine en soustrayant l'énergie potentielle qui a cette forme. Bon, et j'arrive maintenant à cette notion de brisure de la symétrie. Dans cette théorie, il y a un champ phi qui existe partout dans l'univers et qui possède cette énergie potentielle qui a la forme ici, qui n'est pas très avantageuse pour garder le champ égal à 0. Normalement, si on avait une particule massive, un champ scalaire massif, on aurait une énergie potentielle avec un terme purement quadratique, comme ceci. Et donc le minimum de l'énergie serait à 0, donc quand phi égale 0, et tout ce qu'on aurait, on aurait simplement à faire des fluctuations autour de cette valeur, fluctuations quantiques qui sont en fait les particules elles-mêmes. Donc quand on a quantifié le champ scalaire, on l'a exprimé en fonction d'oscillateurs harmoniques. Ces oscillateurs harmoniques oscillent autour d'une valeur à l'équilibre qui est 0. Et donc, tous les quanta de ces oscillateurs harmoniques, donc, qui sont les particules, sont en réalité des fluctuations quantiques quantifiées, donc, autour de cette valeur 0, qui est la valeur d'équilibre. On a une oscillation qui se fait, et elle se fait autour de 0, et c'est comme ça qu'on décrit les petites oscillations, en fait. Et les petites oscillations nous amènent à des oscillateurs harmoniques, etc. Ici, le champ phi ne veut pas être nul. Il n'a aucun avantage à être nul. Son énergie est plus grande s'il est nul que s'il était non nul. Et donc, il va se produire ce qu'on appelle une brisure spontanée de la symétrie. La valeur de phi va être différente de 0. Il va y avoir une valeur non nulle qui va se poster autour de ce minimum. La valeur de ce minimum, la position de ce minimum est égale à petit v sur radical 2. Qu'est-ce que petit v sur radical 2 ? Je n'ai malheureusement pas écrit ce que vaut petit v, mais enfin, disons par définition, c'est la position de ce minimum. Ce serait bien sûr obtenu en cherchant la valeur minimum de v, donc en prenant la dérivée de ce potentiel en mettant égal à 0, j'aurais une valeur de petit v qui serait une fonction de lambda et de mu. Évidemment, il faut regarder ça en plusieurs dimensions, encore une fois. On a minimalement 2 dimensions comme ça. Et on peut se demander, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est normal qu'en mécanique quantique, une particule qui est dans un puits de potentiel décide de descendre ici et de rester au minimum? Bon. Si on avait une seule particule, donc, oublions les champs pour le moment, revenons en mécanique quantique ordinaire. J'ai un potentiel qui a cette forme, et j'ai une particule dans ce potentiel. Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais initialement peut-être préparer le système quantique en mettant la particule à un endroit donné. Évidemment, il y a le principe d'incertitude. Donc je ne peux pas localiser parfaitement la particule, je pourrais la mettre dans un état initial qui est comme une espèce de paquet d'ondes autour de minimum. Qu'est-ce qui se passerait en réalité? Avec le temps, j'aurais ce paquet d'ondes qui se propagerait des deux côtés et j'aurais une superposition d'états propres. Et les états propres, il y a l'état fondamental, il y a le premier état excité. Les états propres d'un hamiltonien qui a une symétrie gauche-droite, comme celui-ci, ce sont des états propres qui sont soit pairs ou impairs. Et donc l'état fondamental, ici, serait pair. Il y aurait une fonction d'onde qui aurait peut-être cette forme, ici, elle est paire. Il y aurait un premier état excité qui serait impair, comme ceci, et ainsi de suite. Et à force, si on pouvait mettre en contact ce système quantique avec un système externe, une espèce de bain, en fait, un monde extérieur, il pourrait dissiper de l'énergie et éventuellement retomber dans l'état fondamental, et l'état fondamental serait complètement symétrique, gauche-droite. Okay. Donc, en essayant de briser la symétrie du problème, en insérant dès le départ une particule uniquement dans un des deux côtés du potentiel, un des deux puits, si on veut, parce qu'on peut appeler ça un double puits de potentiel,
en insérant une particule uniquement un des deux côtés, on obtiendrait à la fin, après dissipation, un état qui est complètement symétrique. Donc on n'a pas réussi vraiment à briser la symétrie. Par contre, si on a plusieurs particules, les choses sont un petit peu différentes. D'accord. Donc imaginons qu'on a un potentiel en deux dimensions comme ceci, dans lequel on met des particules. Donc je mets une particule, une seule, un boson je présume. Ce boson va, s'il échange de l'énergie avec l'extérieur, va finir par tomber dans un état fondamental ici, qui, dans ce puits de potentiel bidimensionnel, serait uniformément réparti autour. Il serait l'équivalent d'un état S, donc de moment cinétique nul. Il serait invariant par rotation, donc quand je fais une rotation autour de l'axe ici. Et donc la symétrie ne serait pas brisée. Ici, dans ce espèce de modèle à deux dimensions que je décris, et toujours dans le contexte de la mécanique quantique ordinaire, il y a une symétrie de rotation par rapport à cet axe, et c'est cette symétrie que j'aimerais pouvoir briser, c'est-à-dire obtenir un état qui ne la respecte pas. Si je mets deux particules, et qu'il y a une légère interaction entre ces particules, elles vont peut-être s'attirer et former une espèce de molécule. Cette molécule aurait tendance aussi à se répartir progressivement autour du puits de potentiel et à former un état symétrique. Mais plus j'ajoute des particules, et plus je forme une espèce de gaz complexe ici où les molécules ont tendance à, les atomes ou les particules ont tendance à s'agglomérer, plus l'objet que je crée de cette manière se rapproche d'un objet classique. Et moins il a tendance à se répartir. Il a tendance à se répartir beaucoup plus tranquillement. Le temps ou l'échelle de temps nécessaire pour que cette répartition se fasse serait de plus en plus longue au fur et à mesure que j'aurais un grand nombre de particules dans cette hamac de particules que je pourrais jeter et préparer dans un état ou dans un côté du potentiel, si vous voulez. Et donc, ce qui se produit dans la limite où le nombre de particules devient très grand, c'est que même si en principe, après dissipation d'énergie, l'état voudrait, à plusieurs particules voudrait être parfaitement symétrique, il n'a pas le temps de le faire. En fait, le temps requis pour arriver à un état symétrique serait plus grand que la vie de l'univers, enfin que l'âge de l'univers, ce serait impossible. Et c'est ce phénomène qu'on appelle la brisure spontanée de la symétrie. Donc une brisure spontanée de la symétrie, c'est quand dans un hamiltonien qui, lui, est parfaitement symétrique, l'état fondamental ne l'est pas. Normalement, l'état fondamental serait symétrique si j'ai un petit nombre de degrés de liberté. Et quand j'ai un grand nombre de degrés de liberté, il est possible en pratique de briser cette symétrie dans un état fondamental, tout simplement parce que il n'a pas le temps de s'étaler d'une manière à devenir parfaitement symétrique en raison du très grand nombre de degrés de liberté. C'est un concept assez subtil, c'est central dans la théorie des changements de phase en matière condensée, comme en physique des particules élémentaires et même en cosmologie. Ce concept de brisure spontanée de la symétrie est l'un des plus importants de la physique, et d'assez loin d'ailleurs. Donc, c'est la clé ici. On suppose que le fameux champ de Higgs, qui, étant un champ, comporte un nombre infini ou quasi infini de degrés de liberté, donc c'est en ligne avec ce que je décrivais tout à l'heure avec un paquet de particules, ce champ de Higgs pourrait adopter une valeur macroscopique, donc qui serait égale à la position du minimum, en choisissant au hasard une des directions possibles. Ce serait une des directions dans ce puits. Et encore une fois, on est en 4 dimensions ici dans l'espace interne du champ et non pas en 2 dimensions. Donc il choisirait dans cet espace à 4 dimensions une direction, le fait du hasard ou c'est contingent finalement, ça dépend de la façon dont l'univers a rapidement évolué après le Big Bang. Et on pourrait supposer qu'après le Big Bang, en fait, l'univers était très chaud, que ce champ de Higgs était dans une espèce de bain d'énergie énorme et donc la température était plus élevée que cet espace d'énergie ici, donc effectivement, tout était symétrique. Mais qu'en se refroidissant, il s'est produit un changement de phase qui est comparable à ce qu'on observe en magnétisme. Par exemple, quand un aimant qui est dans un état paramagnétique, un matériau qui est ferromagnétique, mais qui est à température élevée,
Et dans une phase paramagnétique où les spins sont désordonnés, quand on le refroidit, eh bien les spins s'ordonnent, il y a une brisure spontanée de la symétrie que le système avait au départ, et l'aimantation apparaît dans une direction arbitraire ou qui est déterminée par les conditions externes à ce moment-là. Par exemple, le champ magnétique terrestre peut avoir forcé une direction quelconque ou un champ qu'on applique nous-mêmes peut déterminer la direction des spins dans un ferro-aimant quand il tombe en dessous de la température de Curie, en dessous de laquelle donc il garde son aimantation permanente. Et bien, c'est un peu la même chose ici. En se refroidissant, l'univers atteindrait une température qui est inférieure à la différence d'énergie qui est ici, et le fameux champ de Higgs choisirait au hasard une direction et la garderait. D'accord. Donc on va supposer dans ce qui suit que le champ de Higgs a une valeur fixe. Et cette valeur, eh bien, on va la choisir comme ça. C'est arbitraire. Donc on va supposer que la partie inférieure, la composante inférieure du champ de Higgs est réelle et qu'elle a une valeur V sur radical 2 dans l'état fondamental du système. Et que la partie supérieure et la partie imaginaire de la partie inférieure sont nulles en moyenne. Donc. Bon, alors, cette valeur du champ de Higgs, on va la substituer là-dedans. On va se dire, bon, oublions les fluctuations, c'est clair que le champ de Higgs n'est pas clairement donné par ça, il y aurait en plus de ça des fluctuations du champ de Higgs qui seraient importantes. On va les laisser tomber pour le moment, les ignorer, et ne se fier qu'à cette valeur qu'on va substituer dans cette forme. Et bien sûr, vu que c'est une constante, les termes en dérivée vont disparaître. Mais ces termes-ci, ceux qui couplent évidemment les champs de jauge entre eux, vont survivre et avoir une forme particulière. Alors, quelle serait cette forme? Donc, la dérivée covariante du champ de Higgs aurait maintenant cette... donc ça, c'est cette forme. Donc j'ai la dérivée covariante ici qui s'applique sur la valeur statique du champ, qui est V sur radical 2 fois ça ici. Donc, le champ B, lui, est comme multiplié par l'identité là-dedans, donc il va survivre dans la partie inférieure, donc il va apparaître ici avec un G'. Le champ A3, donc comme j'ai sigma 3 est diagonale, le champ A3 va apparaître aussi en multipliant cette partie, cette composante inférieure, et va donner A3 ici avec ici une constante G qui va apparaître. Le champ A1 multiplie sigma 1. Sigma 1 est une matrice de Pauli hors diagonale qui va transformer ce doublet et lui donner une composante supérieure. Donc il va y avoir un impact dans la partie supérieure du résultat proportionnel à A1 et aussi à A2 parce que sigma 2 est aussi hors diagonale. Mais A2, bien sûr, est accompagné d'un facteur I parce que dans sigma 2, j'ai moins I et I. N'est-ce pas? Donc j'aurai cette forme simplifiée, ce doublet qui représente la dérivée covariante de phi. Et j'aurai bien sûr son conjugué hermitien. Et je devrais donc, pour écrire le Lagrangien, uniquement la partie qui dépend du champ de Higgs, écrire donc l'équivalent de ça ici. Donc ça, qui est la dérivée covariante conjuguée, fois ça. Donc c'est ce que je fais ici. Je mets au carré, autrement dit, donc le V sur radical 2, qui est devenu ça ici, je le mets au carré, j'obtiens un V carré sur 8, et j'aurai ce doublet conjugué fois lui-même, comme ça. Quand je fais ça, bien sûr, j'aurai ça ici, conjugué veut dire qu'il y aurait un signe plus ici à cause du I. Ça multiplie ça, et ça me donnerait cette partie. Ça va multiplier ceci, et ça me donnerait cette partie. Donc la première partie est diagonale en A, c'est A1 au carré plus A2 au carré, simplement parce que j'ai un plus I ici, un moins I. Donc c'est normal. Alors que dans la deuxième partie, tout se mélange. Donc, j'ai donc produit une partie de Lagrangien qui est quadratique en fonction des champs A et B. Donc, la façon dont on parle, ou on définit les particules, c'est toujours en fonction
des Lagrangiens quadratiques. C'est-à-dire c'est la partie quadratique du Lagrangien qui va définir ce qu'on appelle une particule. Et les parties cubiques, quartiques, les autres, vont définir les interactions entre particules. L'oscillateur harmonique est encore la base de tout. Et donc, il faut isoler dans le Lagrangien la partie qui est quadratique dans les champs afin de pouvoir identifier quels sont les modes propres, les modes d'oscillation qui ont les bonnes fréquences, donc qui sont en fait les particules élémentaires qui nous intéressent. Et donc, je vais essayer de recueillir ici tous les termes qui dépendent de A et de B et qui sont quadratiques. Donc, quels sont-ils? Eh bien, il y a ça ici qui multiplie ça, ça c'est quadratique, et j'ai ça aussi, ça c'est quadratique. Et en plus, tout ce qu'on vient de voir, qui va découler de la brisure de symétrie du champ de Higgs, donc ces termes sont quadratiques. Donc je mets tout ça ensemble, et j'obtiens donc des termes qui dépendent des dérivés, et des termes que je viens d'écrire tout à l'heure, qui ne dépendent pas des dérivés. Bon, alors, premièrement, première remarque, le Lagrangien qui est ici n'est plus invariant de jauge. Il était invariant de jauge au départ, mais cette invariance de jauge est liée à cette symétrie de rotation. Et là, j'ai brisé cette symétrie, j'ai supposé que j'avais une valeur fixe, et donc quand je fais une rotation, c'est comme si je changeais l'état fondamental, je change ça ici, donc ça ne marche plus. Donc, c'est une brisure spontanée de la symétrie, mais c'est quand même une brisure de la symétrie. Le Lagrangien initial respecte la symétrie, c'est ça qui est important, mais une espèce de Lagrangien effectif va la briser. Et c'est pour ça que j'ai des termes en champ de jauge au carré ici. Normalement, en électromagnétisme ou en QCD, je n'ai pas de terme quadratique en A, tout simplement parce que ces termes ne sont pas invariants de jauge. Ces termes, s'ils étaient présents, pourraient signifier une masse. Donc le champ scalaire d'un boson, quand j'ai un terme quadratique en phi dans l'action du champ scalaire, ça signifie une masse pour le champ scalaire. Et c'est la même chose qui interviendrait ici. Je pourrais conférer une masse à ces champs simplement en décortiquant les bons modes, les bons champs quadratiques. Donc, le problème, c'est que c'est une forme quadratique qui n'est pas diagonale. Ici, je mélange B mu avec A, ainsi de suite. Je devrais définir les combinaisons de ces champs qui font que cette partie du Lagrangien est tout à fait diagonale. Et c'est la prochaine étape. Et les bons champs, donc les bonnes combinaisons que je dois prendre, sont indiquées ici. Je définis un nouveau champ, Z, ainsi qu'un nouveau champ A, qui sont des combinaisons linéaires de A3 et de B2, et qui vont être de sorte que je pourrais ici avoir par exemple Z au carré. Alors j'ai une combinaison linéaire avec un angle ici, un angle que j'appelle l'angle θ, θW, c'est ce qu'on appelle l'angle faible, W pour weak, ou on pourrait aussi l'appeler l'angle de Weinberg. Weinberg, c'est un des auteurs de la théorie, donc il a un nom qui commence par W aussi, donc c'est une ambiguïté intéressante pour lui. Donc je définis ces opérateurs de manière à pouvoir exprimer ceci en fonction de z carré. Bon, ce qu'il faut choisir comme angle, on peut faire le calcul assez simplement, c'est cette valeur. Okay? Donc, en fonction de G' et de G, parce que bien sûr, j'ai ici des coefficients G, G', et donc c'est sûr que quand j'écris Z comme ceci, il faudrait que G soit comme ici multiplié en 3, donc ce serait comme le cosinus, il faudrait que G' soit comme le sinus, mais encore une fois, G et G' ne sont pas normalisés de manière à ce que G' carré plus G carré soit égal à 1, donc il faut que je divise par cette normalisation pour identifier sinus et cosinus, et c'est pour ça que j'ai ces valeurs ici. Et en plus, je vais définir un champ de jauge complexe que je vais appeler le W, qui va simplement être cette combinaison de A1 et de A2. Donc, à l'aide de ces définitions, la partie quadratique que j'ai ici, je vais pouvoir l'écrire plus simplement en fonction de Z, A et W. De la manière suivante. Donc, j'aurai le fameux champ A, que j'ai défini tout à l'heure, qui interviendrait comme ceci, le champ Z, comme ça, le champ W
Remarquez que j'ai un 1/2 ici alors que j'ai un 1/4, mais ça c'est relié au fait que par convention j'ai mis un 1 sur radical 2 ici. W est un champ complexe, A et Z sont des champs réels, mais ce sont des champs vectoriels, n'est-ce pas? Il y a un indice ici, comme des champs de jauge. Et j'aurai les parties quadratiques indépendantes des dérivées, celles qui figurent ici, qui s'exprimeraient maintenant simplement comme ceci. Un terme quadratique pour W, un terme quadratique pour Z. Et j'aurai ici des coefficients qui ont l'interprétation de masse. Autrement dit, ce Lagrangien décrit des particules qui sont des particules vectorielles. Il y a une théorie qui décrit une particule vectorielle, c'est-à-dire décrite par un champ vectoriel avec une masse. On appelle ça la théorie de Proca. Ça fait partie d'un des exercices que vous avez eu à faire, ou qu'on a fait ensemble. Et donc, dans cette théorie de Proca, on a effectivement ce Lagrangien, qui ressemble à celui de l'électromagnétisme, sauf qu'il y a un terme quadratique, en plus, qui a l'interprétation d'une masse pour ces particules. Donc, la particule W a une masse importante qui est donnée par Vg sur 2, c'est-à-dire, je vais simplement lire ici, d'accord, ce qui se passe, Vg sur quelque chose. Donc, à cause du facteur radical 2, ça revient à écrire que la masse du W est de Vg fois Vg divisé par 2, alors que la masse du Z, donc de cette particule Z, je peux l'appeler le Z, c'est une particule, c'est un champ, mais ça correspond à une particule. La masse du Z serait donnée par ça ici. Okay. Donc, j'ai un rapport de masse entre ces deux particules, le rapport W sur Z, qui serait donc ça ici, c'est-à-dire le cosinus de ça. Voilà, donc, cette procédure de brisure de symétrie m'amène à comprendre le contenu des bosons du modèle standard de la manière suivante. J'ai un champ A. Ce champ A ne comporte pas de masse. C'est le champ électromagnétique. C'est pour ça que je l'ai appelé A. J'ai un champ Z qui a une masse mz et un champ W qui représente une particule vectorielle, un champ complexe, donc une particule et son antiparticule, les W plus et moins si on veut, et ces W ont une masse inférieure à la masse du Z. Ces particules ont été l'objet d'hypothèses depuis les années 60 et elles ont été découvertes finalement, détectées en 1983 au CERN dans le super synchrotron à protons qu'ils ont produit et qui était en opération à ce moment-là, avant le LEP, donc un accélérateur plus petit que le LHC actuel, mais quand même énorme pour l'époque, et qui accélérait des protons et des antiprotons. Et donc, c'est dans cet accélérateur qu'on a pu produire le W, dont la masse actuelle donc, est autour de 80 gigaélectronvolts, 80 fois la masse du proton. Et la masse du Z est de l'ordre de 92. Le Z n'a pas été découvert en même temps que le W. Les processus impliqués sont différents. Il est plus facile à produire dans des collisions d'électrons-positrons. Et c'est pour ça qu'on a construit le LEP, justement, pour avoir des faisceaux d'électrons-positrons qui ont pu générer le Z en 1989, si ma mémoire est bonne. Ce fameux angle de Weinberg est donné par cette valeur, donc le sinus carré de θ est 0,23, et ça vient du rapport entre les deux masses. Okay. Donc, résumons. Nous avons, à partir de cette hypothèse que le Higgs existe et qu'il possède une énergie potentielle qui a la forme d'un chapeau mexicain, nous avons conclu que ce processus de brisure de symétrie va complètement changer la dynamique des champs de jauge. Certains champs de jauge vont devenir massifs, et c'est le cas de la particule W et du Z, bien sûr, mais si on compte les champs de jauge qu'on avait au départ, on avait 4 champs de jauge, 3 champs de jauge A, A1, A2, A3, et un champ de jauge B. On en avait 4. Ici, 3 sont devenus massifs, c'est-à-dire que W qu'on compte comme 2 parce qu'il est complexe, Z, ça en est un autre, ils ont toutes les deux une masse, et un seul, le nouveau champ de jauge qu'on a appelé A, est sans masse, et correspond au photon. Donc on a 4 particules
4 degrés de liberté, c'est-à-dire le W plus W moins, le Z0 et le Z et le photon, qui viennent de ces théories de jauge initiales qu'on avait dans la version 1.0. On est maintenant dans la version 2.0 de la théorie du modèle standard, donc après brisure de symétrie. La brisure de symétrie n'est pas complète en fait, parce que lorsque j'ai choisi cette valeur pour phi, eh bien j'ai encore la possibilité, tout en gardant cette valeur fixe, de multiplier, si vous voulez, la composante supérieure par une phase. Puisqu'elle est 0, ça ne change rien ici. Mais je n'ai pas complètement perdu la symétrie SU2 fois U1. Il me reste une liberté de multiplier la composante supérieure par une phase sans affecter cette forme de la valeur moyenne de phi dans l'état fondamental. Et c'est cette symétrie résiduelle qui définit le U1 électromagnétique. Donc l'invariance de jauge électromagnétique survit à cette brisure de symétrie, alors que les autres parties de l'invariance de jauge ne survivent pas. Donc la prochaine étape va être de voir ce qui arrive à ces bosons quand ils interagissent, mais surtout de voir ce qui arrive aux fermions, comment ils interagissent avec ces différents bosons.